Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie d'être venus à cette conférence consacrée donc au cinéma japonais des années 90. Alors, comme je l'ai déjà dit hier pour présenter justement cette conférence, le cinéma japonais des années 90, c'est un sujet extrêmement vaste et exhaustif. Donc c'est assez compliqué de faire, on va dire, une conférence en moins de 45 minutes qui essaie de rendre justice à cette cinématographie dans toute sa diversité. Donc ce que je vous propose, c'est que je vais faire justement un panorama exhaustif, mais qui essaie de rester personnel par rapport à ce cinéma-là, sans essayer de trop faire du Wikipédia. Donc prenez cette conférence plutôt comme une porte d'entrée sur ce cinéma-là. Et donc je tiens également à dire que je vais aborder certains thèmes un peu difficiles, mais qui sont nécessaires pour justement appréhender ce cinéma. Donc je préfère prévenir à l'avance qu'il y aura des thèmes un peu difficiles à évoquer dans cette conférence. Donc on y va. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma japonais des années 90 est marqué, comme celui de la décennie précédente, par la fin du système des studios qui avait garanti au cinéma japonais une énorme renommée à l'international. Et pour vous donner un exemple très concret, pendant les années 80, donc c'est Aoki Kadokawa qui était je pense que c'est le nom, si le nom vous dit quelque chose, c'est tout à fait normal, qui était donc le responsable de la maison d'édition Kadokawa Shoten, qui s'était lancé dans le cinéma, grosses productions, pour justement essayer de concurrencer le cinéma américain sur son terrain, et notamment à travers des grosses productions qui tentaient, on va dire, de mixer à la fois les grands récits d'aventure japonais avec des éléments issus des blockbusters de l'époque, comme Star Wars, etc. Donc ça a marché pendant un temps, ça plus le phénomène des idoles, parce qu'ils faisaient des films qui étaient des véhicules à la gloire des idoles, et ça a marché pendant un temps, si ce n'est qu'au carrefour des années 90, celui qu'on considérait comme à la fois le sauveur du cinéma japonais et en même temps son fossoyeur d'un point de vue artistique, a connu un énorme bid avec une production qui s'appelait le Rubis du Caire, qui était sorti en 1992, qui était donc un film avec un casting assez international. Il y avait notamment Liam Neeson et Andy McDowell au casting, et ça s'est complètement floppé. À cela vient s'ajouter donc le départ aux États-Unis de Sonny Chiba. Pour vous faire très simple, c'était la grande star du cinéma d'action des années 70-80, qui, un peu comme Tom Cruise aujourd'hui, pour prendre un exemple qui parle probablement à tout le monde, faisait lui-même ses propres cascades. Voilà, c'était un acteur cascadeur très réputé, qui avait une école justement d'acteurs cascadeurs qui s'appelait la Japan Action Club. Et en fait, il est parti aux États-Unis au début des années 90 suite à l'échec de son long métrage en tant que réalisateur, qui est Lié aux Fans, au point qu'il a dû revendre la Japan Action Club à une compagnie qui s'appelle la Daishinto. Et à ça vient s'ajouter le fait que l'on a l'icône du cinéma japonais qui est Godzilla, qui va terminer sa saga japonaise avec Godzilla vs Destroyora en 1995 pour également tenter l'aventure américaine via Sony Pictures et TriStar. Donc, et enfin, encore plus tragique, beaucoup plus tragique, on a la disparition de deux cinéastes majeurs du cinéma japonais qui ont participé au rayonnement du cinéma japonais international au niveau aussi bien du cinéma, on va dire, populaire, de science-fiction, qu'au niveau justement des grandes fresques historiques et du cinéma plus autorisant, qui sont Ishiro Honda et Akira Kurosawa, respectivement le réalisateur de Godzilla et de nombreux kaiju eiga, donc les films de monstres japonais, et donc Akira Kurosawa, donc l'empereur du cinéma japonais, comme on aime à le surnommer, donc qui avait fait les 7 samouraïs, Barberousse, Rashomon, etc., qui meurent respectivement en 1993 et 1988, en sachant qu'en plus
Ces deux cinéastes étaient de très grands amis et pour vous dire, Ishiro Honda a pas mal secondé Akira Kurosawa sur ses derniers films des années 80 jusqu'à son dernier film dans les années 90. Donc voilà, et enfin on a ceux qui étaient considérés comme les nouveaux espoirs du cinéma japonais des années 70, de la nouvelle vague du cinéma d'auteur japonais des années 70, donc à savoir Shuji Chirayama qui est décédé en 1983 et Nagisha Oshima qui était reconnu en Occident principalement pour son film érotique L'Empire des Sens et son film de fantôme, donc son Eureka, L'Empire de la Passion, qui à cette époque n'a plus tourné de film depuis 1986, où il avait fait un film en coproduction avec la France qui s'appelait Max mon amour, qui était une fable surréaliste. Donc à cela, donc on a un cinéma qui est en très mauvaise posture, cinéma des studios, et à cela vient s'ajouter, donc c'est une grosse période de troubles au Japon. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1988, on est à l'apogée du miracle japonais qui fait que le pays est numéro 1 mondial en termes banquiers, automobiles et électroniques, au point qu'au niveau cinéma, l'année suivante, Sony, dont j'ai parlé il y a quelques instants, rachète le studio Columbia Pictures. Donc c'est une situation économique qui d'ailleurs va être propice à de la xénophobie, notamment dans le cinéma américain. C'est l'époque où en fait dans pas mal de productions comme Black Rain, Robocop 3, dans Les Griffes du Dragon Rouge, on présente souvent les antagonistes comme des PDG de patrons de corporations japonaises. Voilà. Mais c'est pas l'élément déclencheur, c'est surtout l'élément déclencheur va être l'éclatement de la bulle spéculative japonaise au début des années 90 qui va créer une énorme crise économique durant toute la décennie avec un fort taux de chômage qui touche notamment les jeunes diplômés. On va assister notamment à une précarisation de l'emploi. Il va y avoir une augmentation très importante des suicides. On est à 34,7% en 1998. Et en plus, ça coïncide également avec l'apparition du phénomène qui est le phénomène des hikikomori. Donc c'est ce qu'on appelle la décennie perdue. Et donc on est dans un cinéma de la décennie perdue. Et à cela, il y a aussi trois autres événements qui vont avoir un impact majeur sur l'inconscient collectif du pays et qu'on va retrouver dans ce cinéma-là sous un point de vue plus allégorique ou métaphorique. Donc le premier, c'est l'affaire du tueur en série cannibale Tsutomu Miyazaki en 1989, qui on a surnommé le tueur otaku, qui avait assassiné 4 petites filles et dont les actes ont inspiré d'autres tueurs se réclamant de lui. Le second, c'est le tremblement de terre de Kobe en janvier 1995, qui fait plus de 6437 morts. Et quelques mois plus tard, donc 2 mois pour être plus précis, on a enfin l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo par les membres de la secte Aum Shinrikyo qui fait 13 morts. Et le but de cette organisation sectaire était de s'emparer du pouvoir au Japon, en fait, prendre le contrôle du pays. Donc, on a un cinéma qui va être très marqué par rapport à ces événements, et aussi par un autre phénomène qui sont plus des événements internationaux, c'est-à-dire qu'à cette époque, on est dans la culture principalement obsédée par les peurs à l'approche de l'an 2000. C'est-à-dire que la chute de l'URSS a fait que le système capitaliste est devenu hégémonique et mondial. On est aussi, il y a une crainte de l'apocalypse, et il faut savoir qu'au Japon, un personnage comme Nostradamus est extrêmement populaire depuis les années 70. Il y a même eu un film catastrophe interdit par la Toho qui s'appelait littéralement Fin du monde Nostradamus 2000. Ça vous dit le programme. Donc il y a ça, il y a aussi l'apparition, on est beaucoup moins optimiste sur l'avenir par rapport à ce qu'on pouvait imaginer justement les années 50-60, ce que faisait justement Ishiro Honda dans des films comme Invasion Planet X, etc., qui étaient plus des plaidoyers pacifistes déguisés en films de SF, avec une idée d'une coopération internationale et technologique, une espèce d'idée de paix mondiale. Ça, on est beaucoup moins dans cette idée-là. Et en plus de ça, donc, on a l'apparition de nouveaux mouvements altermondialistes radicaux très préoccupés par la situation environnementale et l'exploitation des pays pauvres. Et à cela, donc, il y a aussi la popularité des théories du complot qui afflue au même moment, liée à la peur de l'an 2000.
la peur de la fin du monde, et aussi une fascination pour ce qu'on pourrait appeler les univers gnostiques, c'est-à-dire l'idée qu'il y a le monde, un truc qu'on va retrouver énormément dans le cinéma fantastique de l'époque, c'est-à-dire l'idée qu'il y a notre monde et il y a un autre monde qui coexiste avec le nôtre. Ça peut être des démons, ça peut même être souvent en Occident, ça s'est souvent référé à l'idée d'un complot secret, etc. Donc X-Files et tout, ou même d'autres, un monde avec des monstres, par exemple des trucs comme Buffy contre les vampires, ou même les œuvres de Clive Barker. Voilà, ce sont des exemples de cette approche qu'il y avait énormément à l'époque. Donc si j'ai fait cette longue intro contextuelle, elle est importante parce que c'est justement toute cette intro est nécessaire pour comprendre ce qui va ressortir des films et des cinéastes majeurs de cette époque, ou du moins celles et ceux qui ont énormément marqué le cinéma du soleil levant. Et ils vont en fait retravailler en premier lieu les archétypes qui ont été majeurs dans ce cinéma-là, et notamment la figure du Yakuza. C'est-à-dire qu'on est passé d'une figure de Yakuza qui était très basée sur le code d'honneur, etc., qu'on appelait le Ninkyo. Donc ça c'était plutôt dans les années d'après-guerre, dans les années 60, jusqu'aux années 60. Dans les années 70, on était plus sur une vision nihiliste du Yakuza, donc caractérisée notamment par le cinéma de Kinji Fukasaku, dont on reparlera un peu plus tard. Et dans les années 80, on a eu très lié à l'explosion économique du Japon, le rayonnement économique du Japon à cette époque, et en plus très centré sur les femmes de Yakuza. Sauf que dans les années 90, on va avoir donc une loi anti-gang qui va être appliquée donc le 1er mars 1992 et qui entraîne le déclin des Yakuza dans leurs activités et leurs effectifs. Et c'est dans ce contexte qu'apparaît un réalisateur, mais plutôt une figure tutélaire du cinéma de cette époque, et qui va un peu nous suivre tout le long de cette exposition, c'est Takeshi Kitano. Alors, Takeshi Kitano, pour faire très très simple, c'est un comique manzai, notamment assez trash, qui est également un animateur de télévision, qui a créé des jeux télé très populaires là-bas, dont un qui est même connu chez nous, qui s'appelle Takashi Castle. Vous avez dû voir des versions ultérieures, peut-être dans le mythe des années 2000 chez W9. C'est lui qui a inventé ce concept. Et il a été de temps en temps acteur. Il a notamment travaillé tourner pour Nagisha Oshima, dont on a parlé au début, dans un film qui s'appelle Furio, qui est une relecture gay du pont de la rivière Kwai, avec donc c'est une sorte de camp de prisonniers pendant la Seconde Guerre mondiale, avec David Bowie et Ryuichi Sakamoto, qui était un très très grand compositeur japonais qui nous a quittés il y a quelques temps. Donc Kitano, on va dire, c'est un touche-à-tout, et il va passer à la réalisation à la fin des années 80 en remplaçant Kinji Fukasaku, qui était malade, sur un film qui s'appelle Violent Cop, et c'est ce qui va inaugurer son œuvre de cinéaste en tant que réalisateur. Et il va s'amuser, on va dire, régulièrement à retravailler la figure du Yakuza sous un angle beaucoup plus mélancolique, doux amer, où en fait, on va dire, la tendresse et l'innocence côtoient des excès de violence très présents. Et ça aussi, c'est parce que Kitano apparemment le dit lui-même, il a connu les Yakuza quand il était enfant. Et le film, on va dire, qui est le plus emblématique de son approche quant à cette figure-là, c'est Sonatine. Sonatine, qui est un film un peu à part, puisque en fait, on suit des Yakuza qui, après un attentat, vont se réfugier sur une plage et, entre guillemets, retombent en enfance. C'est-à-dire qu'ils vont s'amuser, ils vont plus prendre conscience de leur statut de Yakuza, et ils vont s'amuser comme des enfants à la plage, en fait, avec des jeux très inspirés par l'humour de Kitano, et aussi à travers, on va dire, une imagerie, un humour qui doit beaucoup au cinéma muet des origines, comme Charlie Chaplin, Buster Keaton, etc. Et en fait, c'est un film vraiment très atypique, parce qu'il arrive en fait à créer un rythme à travers du temps mort, à travers justement des choses qu'on ne voyait pas, ou plus du moins, dans d'autres cinématographies qui abordaient la figure du gangster. Et c'est limite un cinéma, une œuvre et un cinéma qui est incarné par même le physique de Kitano. Parce que Kitano, si vous voyez des photos de lui, c'est quelqu'un qui a un physique très rude, très dur.
On disait d'ailleurs, certains cinéphiles disaient qu'il avait une gueule à la Charles Bronson japonais, donc quelqu'un de très, on pense, buriné, mais en fait extrêmement tendre. C'est-à-dire il a un côté vraiment très enfantin et peut exprimer une palette d'émotions intenses rien qu'avec son regard ou sa position, sa gestuelle. Donc voilà. Et en fait, c'est un film qui parle en fait de l'impossibilité des Yakuza d'échapper à leurs conditions en fait. Et c'est aussi un remake déguisé, enfin une relecture déguisée de Guerre des gangs à Okinawa, donc qui était un grand classique du Yakuza Eiga, réalisé si je dis pas de bêtises, en 1971 par Kinji Fukasaku. Et donc Takeshi Kitano va vraiment aborder cette figure du Yakuza sous un angle personnel. Il y a même des allusions dans une histoire de Yakuza avec deux jeunes qui s'appellent Kids Return, qui se déroulent dans le milieu des matchs de boxe, etc. Voilà, c'est quelqu'un en plus qui a apporté quelque chose d'aussi important, c'est que à cette même époque, à Hong Kong, il y avait ce qu'on appelait le Heroic Bloodshed, donc qui était caractérisé notamment par les films de John Woo, c'est-à-dire avec une violence très opératique, comme des ballets de danse. Et Kitano, lui, va faire exactement l'inverse. C'est-à-dire, on ne voit pas forcément les scènes d'action, mais on voit l'impact que ça a sur les protagonistes et sur la scène. Et qui dit Kitano dit ses autres participations en tant qu'acteur pour d'autres cinéastes. Et il y a un film en particulier qu'il faut retenir, puisque c'est probablement un des films les plus importants de cette période. C'est Gonin, réalisé en 1995 par Takashi Ishii, qui est un ancien mangaka de JDK, c'est-à-dire des mangas adultes, principalement de l'érotisme, qui est devenu un scénariste par la suite de série B, et avant de passer à la réalisation. Et Gonin, en fait, c'est un film très important parce que c'est un film qui synthétise toutes les problématiques du Japon de l'époque, rien qu'à son pitch. C'est-à-dire que le pitch est très simple, c'est que c'est un Yakuza qui doit, donc propriétaire d'un nightclub de Tokyo, qui doit une énorme somme d'argent à un Yakuza et qui s'associe donc avec respectivement un salaryman au chômage, un ancien flic ayant perdu son emploi, un escroc spécialisé dans le chantage et un toxicomane, et qui vont s'associer pour effectuer un braquage, mais qui va très mal tourner, au point qu'on va leur envoyer un tueur, joué par Takeshi Kitano, un tueur en plus qui est assez trash, on va dire, et qui en même temps fait basculer le film dans le registre du film d'horreur, dans le film d'horreur sinueux, très suggestif, et où les protagonistes tentent de s'échapper de l'enfer que représente le Tokyo des années 90. C'est un enfer urbain, présenté presque comme une cité cyberpunk, comme il y en avait plein à l'époque, dans les représentations de fiction. Et en plus, c'est un film très intéressant parce qu'il s'inscrit complètement dans le sillage, c'est-à-dire que c'est un film qui, sur le papier, a tout pour être un sous-Tarantino, comme il y en avait énormément suite au succès de Reservoir Dogs et de Pulp Fiction, mais qui a réussi par son approche à trouver sa singularité. En plus, c'est un film très très âpre, etc., qui aborde également la question de l'identité sexuelle, puisque le protagoniste principal est homosexuel. Enfin voilà, c'est vraiment un film somme du cinéma japonais de l'époque, et vraiment à redécouvrir si vous voulez voir, en fait, comprendre l'ambiance dans laquelle était le Japon de l'époque. Et à cela, donc, quand on parlait de cauchemar urbain, il y a un autre cinéaste qui va exploser dans les années 90, c'est Shinya Tsukamoto, qui se fait repérer par un film d'horreur qui s'appelle Tetsuo, en 1989, dans lequel, justement, c'est l'histoire d'un salaryman japonais qui se transforme en monstre machine. Et en fait, l'idée de Tsukamoto qu'on va retrouver dans la suite de son œuvre, dans les années 90, c'est que le Japon, principalement la cité japonaise, est devenu un monde totalement déshumanisé, sans joie, sans douleur. Et comme le dit Jean-Pierre Dionnet pour parler de Tsukamoto, chez Tsukamoto, il y a cette idée qu'il faut retrouver ces sensations extrêmes pour redevenir vivant et s'extraire du carcan de la société japonaise. Très sadomaso, hein, dit comme ça. Et en fait, donc c'est quelqu'un qui va travailler ça dans son œuvre, que ce soit dans Tetsuo 2, Pelette Ballette, et aussi dans un film très important qui s'appelle Tokyo Fist, qui raconte l'histoire d'un salaryman de Tokyo qui s'ennuie de son travail et tout, mais qui va retrouver le goût de l'existence en participant à des combats ultra violents où il a été initié par une espèce de gars qui est joué par Tsukamoto, qui est un peu son mentor. Donc dans des combats clandestins, des combats de boxe, je le précise, ce n'est pas des combats clandestins, mais si le pitch du film vous rappelle un film qui sortira ultérieurement avec Brad Pitt et Edward Norton, c'est normal.
Pas que donc oui, c'est une sorte de film qui a préfigure Fight Club de David Fincher, et également, on pourrait dire, même dans certains aspects, le Whiplash de Damien Chazelle. Ça ne veut pas dire que, apparemment, donc pour faire très simple, je coupe tout de suite, en tout cas, Fincher n'a pas vu Fight Club, mais apparemment, d'après Jean-Pierre Jeunet, il a interviewé Kyle Cooper, qui était un concepteur de générique et collaborateur de Fincher. Apparemment, Chuck Palahniuk, l'auteur du roman Fight Club, aurait vu effectivement Tokyo Fist avant de rédiger Fight Club. Donc voilà, et en plus ce qui est intéressant, c'est que Tsukamoto en fait va réinventer à travers l'idée de monstre machine, donc on est en plein cyberpunk et body horror, les figures du cinéma d'autrefois qui étaient des figures de yokai. Donc les figures monstrueuses qu'il y avait dans les films de yokai, ou même dans certains justement films d'horreur qu'a réalisé, ou même films fantastiques que faisait Fantastic SF, que faisait justement Eiichiro Honda dans les années 50-60. Et ça nous amène donc à l'explosion d'un phénomène qui est la J-horror, donc le cinéma d'horreur japonais qui va exploser à la même époque. Est-ce que certains d'entre vous étaient hier à la conférence sur l'horreur made in Japan ? Bon, donc je vais pouvoir y aller un tout petit peu plus en profondeur. En fait, pour faire très simple, le renouveau de la J-horror, il est émulé par un producteur qui s'appelle Takashi Michize, qui s'est fait connaître à la fin des années 80 en adaptant une série de best-sellers au Japon qu'on appelle à l'international Tokyo The Last Megalopolis, qui est une grosse épopée d'horreur et de fantasy en lien avec Tokyo. Et en fait, il va tenter pendant un temps de s'exporter, de s'essayer à une carrière internationale. Il va produire notamment l'adaptation live de Ken le Survivant avec Gary Daniels. Il a également produit une très bonne série B que je vous recommande, qui s'appelle Drive, une petite série B d'action avec Marc Dacascos notamment, mais qui est vraiment un film vraiment fun et bien foutu. Et en fait, il va produire également le premier long métrage d'un Français qui s'appelle Christophe Gans avec Crying Freeman, donc une adaptation d'un manga co-créé par Kazuo Koike. Et en fait, au même moment, dans les années 90, il s'intéresse beaucoup aux best-sellers d'horreur. Et notamment, il va jeter son dévolu sur un roman qui s'appelle Ring, qui va confier à un certain Hideo Nakata. Et le film est sorti chez nous aux alentours des années 2000 en France, mais il était déjà un phénomène en 1998 sur tout le Japon, puis dans toute l'Asie. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est un film qui va justement, jouer à la fois qui va confronter le passé mythologique du Japon à une horreur ultra technologique et moderne, caractérisée à cette époque par la VHS. C'est d'ailleurs pas un hasard, c'est une image emblématique du film, donc l'esprit de Sadako qui sort d'un puits, donc un puits d'eau, donc une dimension animiste qui rencontre une dimension technologique incarnée justement par la fameuse image VHS de télé. Et en fait, donc ça va être en plus un cinéma qui va être construit en opposition totale avec ce qui se faisait en Occident, parce qu'à cette époque, on était en pleine période Scream, Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, qui étaient des films d'horreur qu'on appelle métatextuels, c'est-à-dire des films plutôt premier, second degré, qui ont un peu tendance à jouer, voire se moquer des fois des films de genre. Là, on n'est pas du tout là, on est vraiment dans une approche candide, premier degré, très sinueuse, primale, de l'horreur au cinéma, et au point que des cinéastes comme Kiyoshi Kurosawa vont pousser cette dimension à un niveau très sinueux, très presque, je dirais, sans être pompeux, métaphysique, dans un film comme Kairo, donc, qui est une histoire de fantômes qui envahissent notre monde à travers les écrans d'ordinateur, et qui justement dialogue pas mal avec l'horreur sinueuse qu'on pouvait avoir aussi bien dans le côté japonais avec des cinéastes comme Nobuo Nakagawa et Kaneto Shindo, qui étaient les grands maîtres du film de fantômes japonais des Yoreiga, mais aussi en Occident avec des cinéastes comme Jack Tourneur, donc le créateur de La Féline, de Vaudou, etc., qui jouait plus sur une peur suggestive, et aussi, je pense, à un cinéaste plus contemporain qui est John Carpenter sur sa trilogie de l'Apocalypse, donc Prince des Ténèbres, etc., Lampe de la Folie, The Thing, etc. Et donc parmi ces cinéastes-là, on a aussi Takashi Miike qui va se faire repérer, notamment avec Audition. Et si je dis ça, c'est parce qu'on arrive au cinéma Destroy. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que le cinéma Destroy japonais vient en partie n'est pas été initié par Takashi Miike, même s'il en est un des héritiers. Mais par contre, comme Kiyoshi Kurosawa, Takashi Miike a fait ses armes dans le V-cinéma, c'est-à-dire le cinéma qui sortait directement
en vidéo et dans lequel ils ont pu faire leurs armes. Et en fait, ça rejoint un autre phénomène qui est le phénomène de l'animation, puisque depuis les années 80, il y a une explosion de ce qu'on appelle les OAV, donc c'était des programmes destinés justement directement à la vidéo, qui étaient des vrais terrains d'expérimentation pour des cinéastes très talentueux comme Yoshiaki Kawajiri, ou même Rintaro, qui est un énorme nom dans l'animation japonaise, qui avait fait des films d'animation pour le cinéma, mais qui des fois a mis la main à la pâte sur des films destinés au marché vidéo, et donc notamment avec le studio Madhouse. Et donc dans cette optique, en fait, il y a le développement exponentiel de l'animation japonaise, notamment avec son impact même qui commence à se faire sentir au niveau international. Cependant, dans les années 80, au début des années 80, il y a eu une énorme superproduction en termes d'animation. Mais le problème qu'il y a, c'est que dans les années 90, les budgets ça va être compliqué pour l'animation japonaise d'arriver à se financer, on va dire, d'avoir des gros budgets. Il faut viser un public international. Et donc c'est dans cette optique qu'apparaît justement Mamoru Oshii. Donc Mamoru Oshii, c'est un cas un peu à part. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a été traumatisé par le film de science-fiction français La Jetée de Chris Marker, donc un cinéma quand même assez expérimental, et aussi par le cinéma d'Europe de l'Est de Andrei Tarkovsky, etc., qui a une ambiance très lente, très contemplative, mais en même temps très onirique. Et il va avoir une carrière très particulière, puisqu'il va se faire connaître sur des séries d'animation comme Lamu. Il va faire un film de fantasy, de dark fantasy onirique qui s'appelle L'œuf de l'ange, quasi muet, mais avec une musique extraordinaire, des visuels somptueux. Et il va tenter, on va dire, le cinéma live autour de figures qu'on appelle les Kerberos, qui sont des figures de soldats assez autoritaires et mystérieux qu'on va retrouver dans le reste de son œuvre. Et en fait, au début, dans les années 90, il va connaître l'explosion internationale avec 2 franchises de science-fiction. La première, c'est Pat Labor, donc il va réaliser 2 longs-métrages, Pat Labor et Pat Labor 2, et bien sûr Ghost in the Shell. Et Ghost in the Shell et Pat Labor sont deux franchises dans lesquelles il va synthétiser tous ces thèmes et la question du devenir de l'homme face à la technologie et surtout l'indicible qui est incarné par l'antagoniste de Ghost in the Shell, qui est le Puppet Master, qui représente, on va dire, l'indicible de l'humanité face à l'évolution d'une technologie qui est omnisciente et presque comme une sorte, je dirais presque, d'entité qu'on n'arrive pas à saisir, mais qui est le devenir quelque part de l'humanité. Et donc c'est un long métrage qui va avoir une énorme influence en Occident. James Cameron va être tellement admiratif de Mamoru Oshii qu'il va nouer une amitié avec lui. Et Steven Spielberg le considère comme un des plus grands films qu'il n'a jamais vu. Et donc tout ça pour dire qu'on arrive donc à la question du cinéma d'animation. Alors effectivement, vous avez Ghibli qui était déjà présent dans les années 80, qui continue son ascension avec le phénomène que va représenter le succès de Princesse Mononoke, qui va d'ailleurs marquer, même s'il y a eu des tentatives d'exportation internationale, mais qui va marquer justement, Princesse Mononoke va vraiment être quelque part l'anoblissement à l'international du studio Ghibli, puisque le film va être racheté par Miramax, distribué par la filiale américaine des Miramax, qui est donc le studio américain des frères Weinstein, tristement célèbre aujourd'hui, et qui vont l'exporter à l'international notamment. Enfin, c'est vraiment à cette époque-là, on va dire, que Ghibli connaît vraiment une exposition internationale, et en plus, c'est des œuvres qui résonnent avec les préoccupations de l'époque, puisque ce sont à la fois des œuvres qui sont très ancrées on va dire, dans une contestation qui tient aussi bien de contestation sociale déguisée en conte, une contestation écologique, et la critique, on va dire, du monde industriel et voire la critique du fascisme, carrément, et justement la manière dont les protagonistes de ces films tentent, on va dire, de combattre des systèmes autoritaires à travers une dimension animiste ou collectiviste. Et à cela vient s'ajouter l'arrivée de Hideaki Anno, qui était certes, encore une fois, un animateur qui a démarré notamment dans les années 80, mais qui va cibler à travers ses portraits The End of Evangelion, la fin alternative de la série Evangelion, dans lequel justement, en fait, qui va beaucoup parler aux adolescents de l'époque, parce qu'en fait, il y a vraiment la question de la crise existentielle et de la dépression, qui est caractérisée par le personnage central de Shinji, et qui touche à des dimensions quasi métaphysiques et existentielles, qui dépassent le cadre justement d'une introspection adolescente, pour toucher à une introspection globale
de l'humanité en fait. Et justement sur la question de la jeunesse, il y a des cinéastes qui vont se spécialiser dessus, qui vont en faire leur fer de lance. Et notamment, donc, il y en a un, il y a Shinji Somai, qui était un cinéaste malheureusement qui nous a quittés trop tôt. Il est mort dans les années 2000, et qui en fait était si je dis pas de bêtises, et qui était en fait quelqu'un qui avait travaillé, donc, qui avait fait un film très marquant dans les années 80 qui s'appelait Typhon Club, qui était un huis clos, qui racontait justement en fait les pressions qu'avait la jeunesse japonaise par rapport à la société dans laquelle ils évoluaient dans l'époque. Et si vous voyez un film comme Jardin d'été, ça raconte justement l'amitié entre un groupe d'enfants et un vieil ermite vivant reclus de la société japonaise, et dont l'histoire en fait va finir par rejoindre la face sombre de l'histoire japonaise liée à la Seconde Guerre mondiale. C'est d'ailleurs un thème qui revient très régulièrement dans le cinéma de l'époque, c'est-à-dire il y avait déjà des films auparavant, mais là on commence à voir la question de la frontière générationnelle comment elle se questionne par rapport au passé de ses antécédents, de ses prédécesseurs. Je vous recommande d'ailleurs de voir un film qui s'appelle Kamikaze Taxi, qui est un partie des grands films, grands classiques méconnus de cette époque, et qui aborde justement cette thématique-là en fin de récit. Et donc, pour en venir, il va y avoir aussi Sogo Ishii. Alors Sogo Ishii, c'est un cas un peu à part, parce que comme Tsukamoto, il vient d'un cinéma qui est très punk et rock, très énergique. Il avait démarré avec des films comme Crazy Thunder Road, Burst City, qui étaient des films très influencés par Mad Max et par le mouvement punk qui était également très présent au Japon. Et en fait, il va passer à un cinéma quasi contemplatif et onirique, notamment avec un film d'horreur thriller qui s'appelle Angel Dust, et il va aborder les affres de l'adolescence dans un des plus grands films des années 90 au japonais, qui s'appelle August in Water, qui est une fable de SF, qui, comme son titre le suggère, se déroule dans un mois d'août caniculaire, morbide, et dans lequel justement une adolescente, a mystérieusement des super pouvoirs. Et on va suivre en fait le destin de cette fille qui va finir par rejoindre le monde, qui va rejoindre celui du monde par l'intermédiaire d'un adolescent qui est amoureux d'elle. Et c'est à la fois un film qui a un point de vue sur l'adolescence, qui est à la fois un récit apocalyptique, un récit de science-fiction onirique, et en même temps une chronique douce amère sur la fin de l'innocence. Et c'est un film où vous le terminez en larmes, littéralement. Et à cela, donc, il y a un autre cinéaste qui s'appelle Shunji Iwai, qui pareil fait partie des cinéastes majeurs de cette époque, qui a beaucoup abordé l'adolescence, ou même la fin de l'innocence, comme on dit. Et l'une de ses œuvres emblématiques, c'est qu'a beaucoup admiré Quentin Tarantino. Donc, Quentin Tarantino est un très grand fan, c'est Shallow White Butterfly, qui est une espèce de grande fresque de science-fiction futuriste qui se déroule dans un Japon, dans un Japon paupérisé. C'est-à-dire qu'on était encore à l'époque, comme je disais, du cyberpunk, avec une description ultra technologique, robotique, justement, du futur. Shunji Iwai, sur Shallow White Butterfly, lui, va prendre le parti inverse, c'est-à-dire un Japon qui ressemble presque au tiers-monde, en fait, ou à ce qu'on pouvait voir à l'époque dans les pays en guerre d'Europe de l'Est, en fait. Et ça raconte, on va dire, c'est une grande fresque qui raconte justement le quotidien d'immigrés chinois au Japon, qui ont fui leur pays, qui se sont installés dans ce Japon du futur, et dans lequel ils trouvent une espèce de machine qui duplique les faux billets. Donc en fait, c'est toute une histoire d'ascension, de chute, et vue à travers le prisme d'une petite fille, en fait. C'est un film, en plus, qui est précurseur, puisque la démarche que je viens d'évoquer de Shunji Iwai préfigure celle des Fils de l'Homme de Alfonso Cuarón, qui va populariser cette idée de futur paupérisé qu'après on va retrouver dans District 9, Logan, etc., et encore dans de nombreuses autres œuvres. Et c'est aussi un film qui est un récit choral qui est presque, on va dire, est une version premier degré d'un film de SF qui sortira bien des années plus tard, qui est réalisé par Richard Kelly, qui a réalisé Donnie Darko et qui s'appelait Southland Tales. Et on va peut dire que Shallow White Butterfly, c'est la version premier degré, candide, primale, de ce que Southland Tales sera des années après, mais version SF absurde. Et donc on arrive à la fin de ce panorama, puisque à tout ce panorama-là, à la fin des années 90, on va arriver au dernier grand barreau d'honneur des grands cinéastes de cette époque, qui va marquer aussi la fin du cinéma japonais du XXe siècle et son entrée dans le XXIe. On a notamment donc Shohei Imamura, qui va remporter une deuxième Palme d'Or avec L'Anguille en 1987. Il va ce qui va lui permettre de tourner 2 autres longs métrages. Nagisa Oshima, dont je parlais au tout début,
va justement, qui n'avait plus tourné depuis Max Mon Amour en 1986, va tourner en 1999 un dernier long métrage qui s'appelle Tabou, et dont, comme le titre le suggère, est un film sur le tabou de l'homosexualité dans une brigade de samouraïs. En plus, c'est un film qui contient notamment, qui a à son casting donc Ryohei Matsuda et un acteur emblématique de cette époque et qui continue de tourner aujourd'hui, qui est Tadanobu Asano, que vous avez forcément vu dans dans une ou plusieurs grosses productions occidentales, puisqu'il est dans les Thor, les films Thor des Avengers. Il a joué dans Battleship, il a joué dans le dernier Mortal Kombat où il joue Raiden. Et en fait, c'est un mec dont la carrière, qui en même temps est un groupe de rock, et en fait, c'est un acteur très talentueux, très caméléon, dont la filmo occidentale est l'antithèse de la filmo japonaise, c'est-à-dire qu'il a l'un des plus gros CV de réalisateur de prestige au Japon. Il a tourné avec les plus grands, toute époque confondue, enfin, toute époque dans laquelle il a commencé dans lequel il est acteur, j'entends bien sûr, mais il a tourné avec les plus grands. Et donc dans Tabou, on retrouve justement Takeshi Kitano, avec lequel Asano tournera justement dans sa relecture de Zatoichi, pour lequel Asano tournera pour sa relecture de Zatoichi au début des années 2000. Et puis enfin, donc on a Kinji Fukasaku, qui termine cette décennie, enfin il tourne en 1989 pour sortir dans les années 2000, Battle Royale, dans lequel il retrouve Takeshi Kitano, et qui est un film qui synthétise le passage quelque part, la question du fossé générationnel, de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent, à travers une relecture futuriste des chasses du Konzarov. C'est-à-dire que c'est un survival futuriste, donc je ne sais pas vous faire truc, c'est un film qu'on retrouve qui a même popularisé le terme Battle Royale, c'est-à-dire que beaucoup de gens connaissent une création de Kinji Fukasaku sans forcément savoir que c'est lui qui est à l'origine, même si le film est tiré d'un manga. Mais c'est vraiment, voilà, quelque part, je dis que Fukasaku a réussi quelque part à rentrer chez les jeunes générations à travers ce terme même de Battle Royale. Et je terminerai dessus, c'est-à-dire qu'on a des cinéastes qui perdurent aujourd'hui de ce cinéma-là. Donc notamment Nakata, malheureusement, donc, qui était celui qu'on considérait comme le grand patron de la J-horror, qui est passé Darkwater, malheureusement a périclité. On a donc Shinji Gucci et Hideaki Anno qui sont devenus les grands, qui sont parmi, pour moi, vraiment l'un des duos les plus intéressants et passionnants qu'il y a dans leur recréation des grandes figures des grandes icônes du cinéma japonais, de la pop culture japonaise, avec Shin Godzilla, Shin Kamen Rider, Shin Ultraman, ou plus récemment Bullet Train Explosion, qui est un remake d'un classique du cinéma japonais 70 qui s'appelle Super Express 109. Vous avez donc Tsukamoto qui tourne encore qui continue à tourner ses films. Il a fait une trilogie anti-guerre récemment, dont le dernier chapitre c'est L'ombre du feu, qui est sorti l'an passé chez nous. Et il tourne aussi pour des réalisateurs. Il a notamment tourné pour Martin Scorsese, notamment dans Silence. Et puis enfin, vous avez Kiyoshi Kurosawa et un que je n'ai pas évoqué, qui est Hirokazu Koreeda, qui en fait, eux deux sont quelque part, je dirais, les gardiens de la tradition de tout ce qu'a été le cinéma, le grand cinéma de l'époque, japonais, voilà. L'un rétrospectivement dans la peur suggestive, pour Kiyoshi Kurosawa, et pour Hirokazu Koreeda dans le mélodrame social. C'est vraiment, on va dire, les gardiens de la tradition aujourd'hui d'un savoir-faire du cinéma japonais, des grands thèmes qui irriguaient ce cinéma-là. Et puis en plus, ce qui est assez marrant, c'est qu'on assiste depuis quelques années à une redécouverte de ce cinéma-là par les jeunes générations, notamment celles qui sont particulièrement actives sur TikTok ou Letterboxd. C'est-à-dire qu'on a plein de classiques que je viens d'évoquer ou de films qui étaient plus des films de niche, qui sont populaires maintenant auprès des nouvelles cinéphilies. Et il y a même des artistes de la nouvelle génération, notamment, qui se penchent sur ces cinéastes. Il y a même la chanteuse Charlie XCX qui, par exemple, prépare un film avec Takashi Miike, par exemple. Et question rayonnement pop international, c'est assez marrant parce que on va dire qu'il y a un phénomène de correspondance que je trouve intéressant avec ce qu'il y a à l'heure actuelle avec la culture sud-coréenne, qui quelque part, on va dire que le Japon, on peut parler de cinéma, mais il y avait aussi l'explosion du jeu vidéo, de l'animation à l'international, et quelque part, qui était dû également à une société qui était très tentaculaire dans son approche du capitalisme, et quelque part, on retrouve ça dans l'expansion de la culture sud-coréenne, que ce soit justement au début, donc, par rapport d'abord à la technologie avec Samsung, etc., qui sont imposés sur le marché international, et puis dans la culture,
Donc le cinéma, et puis avec maintenant les K-dramas, la K-pop, etc. Et de plus en plus maintenant on parle aussi de l'animation sud-coréenne. Et enfin, donc il y a le cinéma indien qui connaît actuellement un renouveau très important. Et on retrouve, on va dire, un certain travail autour de l'imagerie de Destroy ou des ruptures de ton, qui peut faire, alors qui est propre au cinéma indien parce qu'ils ont toute une tradition de cette approche narrative et artistique, mais il y a aussi des résonances avec le cinéma japonais de cette époque, notamment dans l'imagerie Destroy et punk. Et puis dans le cinéma d'horreur, on va dire qu'il y a un mouvement qui est en train d'éclore, qui est l'analogue horror, que vous connaissez peut-être, et donc des films comme, je pense notamment à une production A24 qui s'appelle I Saw TV Glow, qui reprend, on va dire, une imagerie d'horreur analogique qu'on aurait pu avoir dans Ring, mais traversée par les doutes, justement, des jeunes générations actuelles en Occident. Et vous avez The Haunted Man, qui est un thriller d'horreur, qui est réalisé par un protégé de David Fincher, qui rappelle énormément ce que pouvait faire justement Sogo Ishii sur Angel Dust ou Kiyoshi Kurosawa sur Cure. Et je dirais même que c'est un cinéma qui a une influence notamment involontaire sans doute, sur les nouvelles expressions artistiques, que ce soit en musique et puis aussi sur YouTube. Je parlais de J-Horror, mais quand vous prenez les backrooms, la mythologie des backrooms, c'est une mythologie qui aurait pu très bien avoir sa place dans un film japonais de cette époque, fait par Kiyoshi Kurosawa ou Nakata, mais transposé à une ère ultra-technologique avec un questionnement sur le capitalisme, sur on va dire la corporation même, enfin sur la manière dont une entreprise fonctionne. Et aussi, je pensais même à un créateur sans doute que vous connaissez qui s'appelle Feld Up, que moi je considère quelque part un peu comme un héritier de tout ce cinéma d'horreur, notamment japonais. Voilà, donc ça c'était pour le panorama. Et est-ce que vous avez des questions ? Eh bien écoutez, si vous n'avez pas de questions, je tiens à vous remercier. J'espère que cette conférence vous aura intéressé. Et je vous souhaite une bonne fin de journée et surtout bonne fin de journée donc à Animasia. Profitez-en bien. Et merci de votre attention.